Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Leboloc-Salama, et aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, nous recevons Isabelle Bonnet, commissaire de l'exposition L'Inventaire infini, qui se tient au Centre Pompidou du 4 octobre au 11 novembre 2019. Dans une première vie professionnelle, Isabelle Bonnet a été maquilleuse pour de grands photographes et de grands couturiers. En 2011, après 25 ans de métier, elle reprend des études d'histoire de l'art. Aujourd'hui, en parallèle de ses recherches sur la photographie contemporaine, elle réalise également le commissariat d'exposition comme Home Sweet Home, présenté aux Rencontres d'Arles 2019. Dans cet entretien, Isabelle Bonnet revient sur son parcours. Elle nous raconte aussi ce qui l'a amenée à faire de la recherche en histoire de l'art. Et enfin, elle nous explique la conception ainsi que les enjeux de l'exposition L'Inventaire infini, dans laquelle sont montrées des photographies de la collection du cinéaste Sébastien Lifshitz. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas ? Quelqu'un qui s'est reconverti il y a peu dans l'histoire de la photographie, enfin dans l'histoire de l'art et de la photographie en particulier. Donc quelqu'un qui a un parcours assez atypique. J'ai passé à peu près 25 ans de ma vie à travailler dans la mode, plutôt dans la photographie de mode. Et tout d'un coup, pouf, j'ai basculé dans un travail beaucoup plus académique, voilà, en faisant de l'histoire de l'art, en reprenant mes études et donc en devenant historienne de la photographie. Durant la première partie de votre carrière professionnelle, vous avez travaillé autour de la photographie de mode. Qu'est-ce qui vous avait amené à ça ? Qu'est-ce qui m'avait amené à ça ? Vraiment par hasard. En fait, j'exerçais le métier de maquilleuse dans la photographie de mode. Et je pense que j'ai dû rencontrer quelqu'un très jeune et qui était maquilleuse dans le cinéma. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal ça. Alors j'avais fait les Beaux-Arts quand j'étais plus jeune et du coup je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez proche. J'avais aucune idée de ce qu'était le métier. Et en fait j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, oh mais ça a l'air sympa comme métier. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir un métier avec des horaires décalés ou en tout cas pas de patron, pas de... Voilà. Et dans quelque chose d'un peu d'artistique. Et du coup, moi je me suis pas dirigée dans le cinéma, je me suis dirigée dans la mode. Et ça a marché, en fait. J'étais assistante d'une très grande maquilleuse qui m'a formée pendant 2 ans. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler. Et notamment, pendant 25 ans, j'étais la maquilleuse de Sarah Moon. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs photographes, de fait. Passé 40 ans, je me suis dit, bon, j'avais toujours dit que j'arrêterais de toute façon à un moment donné. Et puis, j'ai découvert que Lille avait ce centre pour l'histoire de l'art par correspondance. Je me suis dit, ah mais voilà, c'est ça que je veux. Et donc, je me suis inscrite. Et là, les difficultés ont commencé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre vos études, justement ? C'est très très simple. En fait, j'ai choisi Histoire de l'art pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais fait une tentative quelques années auparavant où je m'étais inscrite à Nanterre en Histoire de l'art. Et j'avais été obligée d'abandonner, justement parce que fallait que je travaille, en fait, pour faire mes heures d'intermittence. Et quelque chose s'est passé, c'est-à-dire que je me suis dit quand même, je prenais mon scooter pour faire 12 km le jeudi matin à 7h du matin pendant l'hiver, pour écouter, je me souviens de la prof qui était pas forcément passionnante, mais bon voilà, pour assister à un cours d'archéologie et notamment du Parthénon, et j'ai adoré ça. Et là, je me suis toujours dit, c'est quand même bizarre, t'as adoré ça, t'y es quand même allé dans le froid tous les jeudis matins, c'est pas possible, il y a quand même quelque chose. Et donc, quand j'ai voulu changer de métier, parce que j'en avais assez de faire le maquillage Nouvel An, de faire le maquillage machin, le maquillage truc, puis quelque chose avait changé dans la mode aussi. C'est plus les créateurs, c'était les financiers, donc la créativité, elle s'exprimait beaucoup moins. Enfin, j'ai arrêté doucement, en fait, j'ai commencé à faire d'autres choses, mais c'était compliqué parce que j'avais pas de diplôme en fait. Et c'est là où je me suis dit, si je veux me reconvertir dans quoi que ce soit, il me faut des diplômes. À 45 ans, on vous attend pas. Et les gens comprennent pas. En France, c'est très compliqué, je trouve, de changer de métier. C'est-à-dire qu'on vous met dans une boîte. Alors maquilleuse en plus, c'est un peu l'esthéticienne, quoi. On vous regarde un peu de haut. Et tout d'un coup, ils comprennent pas, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose que j'aime, évidemment, mais que je puisse justifier, que je puisse me sentir légitime.
Et là, du coup, c'était un virage radical puisque vous passez de quelque chose de très concret Oui. dans la pratique à quelque chose d'analytique et théorique. Théorique et solitaire. Et solitaire, oui, c'est vrai. Très solitaire. En fait, je me suis découvert une passion pour l'histoire de l'art, une passion pour les études. J'ai adoré faire ça. Ça a été très compliqué la première année parce que réécrire des dissertations et puis se retrouver quand même toute seule, donc du coup travailler quand même beaucoup toute seule. Mais j'ai adoré. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'en licence et je me suis dit il faut que je continue en fait. Et donc je me suis rapatriée à Paris 1 avec Michel Poivert et j'ai adoré faire mon master 1, master 2 en recherche. Donc j'ai continué en me disant pas que je m'arrête là, allez allons-y et on continue en doctorat quoi. Mais on peut peut-être dire que le fil rouge, du coup, ça serait la création, la créativité. Oui, il y a c'est l'image déjà, le visuel, ça compte énormément pour moi. C'était le cas dans la mode à la fois quand je travaillais avec des photographes de mode, et puis encore une fois une époque où c'était quand même assez créatif, où on inventait des maquillages, des choses qui souvent d'ailleurs étaient inspirées de la peinture, donc tout ça, j'ai toujours adoré en fait. Et votre sensibilité à l'art, elle existait déjà à cette époque-là, du coup ? J'ai une maman qui était prof et qui, à côté de son métier, peignait déjà, faisait beaucoup de choses. Donc, j'ai été baignée là-dedans. Toute petite, j'avais des bouquins d'art. D'ailleurs, je me souviens très bien, et je mens pas. Hein. Je feuilletais ces livres. J'étais imprégnée de la peinture. J'étais imprégnée de tout ça. C'était un peu une suite logique. Alors après, on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas fait à 20 ans. Ah, mystère. Non, après, je ne regrette pas mes 25 années de mode. D'abord parce que j'ai rencontré des gens formidables. Monsieur Saint-Laurent, Christian Lacroix, enfin voilà, des photographes. Même Sarah Moon, qui est quelqu'un de très cultivé, formidable. Delpire, son mari, qui est décédé l'année dernière. Enfin, j'ai voyagé. Enfin, c'était les très belles années de la mode. Et avec des gens brillants, qui avaient beaucoup de culture, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Quand vous commencez vos études, ou avant, pendant votre première vie professionnelle, est-ce que vous aviez le sentiment que l'art était un domaine accessible ? Ou même le domaine de la photographie d'art, par exemple ? Est-ce que c'était un domaine accessible selon vous ? Alors, est-ce que l'art est accessible ? On a fait des efforts. Je pense que la gratuité des musées fait partie de ces efforts. La photo, c'est plus facile parce que y a tout un tas de gens qui ont peur en fait de l'art dit légitime. C'est-à-dire que parce qu'en France en plus on est très comme ça dans ce qu'on dit en anglais le high culture and the low culture. En France on fait quand même beaucoup de différences, alors un peu moins quand même parce qu'il y a eu quand même une certaine pédagogie là-dessus. Il y a eu quand même beaucoup de commissaires d'expo ou de gens des musées qui ont fait des efforts là-dessus. Mais je pense que ça fait peur à beaucoup de gens qui se disent que c'est pas pour eux, qu'ils peuvent pas comprendre, que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour vulgariser quand même la peinture et l'accès, en tout cas permettre un accès au plus grand nombre à l'art. Alors la photographie, c'est un peu à part parce que tout le monde fait de la photo, tout le monde peut comprendre la photo puisque tout le monde la pratique. Donc je pense que c'est plus facile pour les gens de venir voir une expo de photo que d'aller voir une exposition de peinture. C'est ça qui vous a poussé aussi à vous intéresser peut-être plus particulièrement à la photo ? C'était que ça vous paraissait plus accessible ? En fait, moi, la photo, je baigne dedans depuis très, très, très longtemps. C'est-à-dire que c'était pas juste le fait de travailler dans la photo de mode, c'est que même... moi, ça fait 30 ans que je viens à Arles. Enfin, je me suis toujours intéressée à la photo. Alors, pour être très honnête, quand j'ai fait ma licence, en fait, j'ai découvert le Moyen-Âge. Très honnêtement. Et j'étais à 2 doigts... de me diriger plutôt... c'était surtout l'iconographie qui m'intéressait et j'aurais probablement commencé dans le médiéval. Mais j'ai adoré ça. Et puis bon, quand même, après, je me suis dit, non mais, déjà que t'es vieille, alors si en plus tu prends quelque chose où d'abord il n'y a pas de place, donc je me suis dit, j'ai aucune chance de travailler là-dedans, quoi. Et en fait, j'ai parlé avec... un prof d'histoire de la photo, parce qu'en fait, mon problème, c'est que je voyais pas comment on travaillait en recherche sur la photo. C'est vraiment ridicule.
Et du coup, c'est en ayant cette conversation, il m'a dit, mais si, mais tu peux prendre tel ou tel sujet, tu peux travailler dessus. Ah bah oui, quand ça a fait tilt finalement dans ma tête, je me suis dit, bah oui, évidemment, la photo, enfin, c'est évident. Et alors évidemment, non seulement je regrette rien, mais en plus, je pense que ce que j'adore, c'est que justement, c'est un médium qu'on peut vraiment amener à beaucoup de gens. On peut facilement vulgariser, en fait. Aujourd'hui, vous rédigez une thèse sous la direction de Bertrand Tillier Oui. à l'université Paris 1 en culture visuelle. C'est ça. Votre sujet de recherche porte sur les imaginaires sociaux de la scène de crime dans la photographie contemporaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu au sujet de cette thèse ? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie ? J'ai beaucoup cherché des sujets et puis j'ai commencé à découvrir petit à petit que, en fait, aux États-Unis, on commençait à parler du forensic esthétique. Je me suis dit, mais forensic et esthétique. Alors en plus, moi, j'adore les faits divers, j'adore le crime, on va pas se cacher. Et je me suis dit, mais c'est forensic et esthétique, ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai commencé à fouiller un peu sur ça, et je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait quelque chose qui émergeait un peu à la surface. Et petit à petit, j'ai commencé à m'apercevoir que depuis les années 70, il y avait tout un tas de photographes qui reprenait en fait la scène de crime, soit dans son esthétique, soit dans son thème, souvent dans les deux, qui reprennent l'esthétique de la scène de crime et le thème de la scène de crime. Donc voilà, j'avais trouvé le sujet. Et vous pouvez nous donner des exemples justement de ces photographes ou de ces photographies ? J'ai Gregory Crewdson, une de ses premières séries en 80, que je dise pas de bêtises, 92 ou 97, j'ai un trou de mémoire, qui met l'espèce de bout de corps. Alors c'est assez drôle parce que les photos sont de couleurs très vives, et on voit ces espèces de bouts de bras comme ça qui sont déchiquetés par plein d'animaux. Alors c'est assez bucolique, c'est assez joli, c'est assez, il y a des oiseaux, des vers de terre, enfin c'est la vie animale, et on voit ces espèces de bouts de bras. Et comme ces bouts de bras sont dans la nature, on imagine évidemment que c'est plutôt un crime a priori que une belle mort dans son lit, quoi. Enfin, j'ai des photographes américains, des femmes par exemple qui ont travaillé sur la violence domestique, notamment Suzanne Suber qui a photographié un marteau par exemple, et puis à côté le compte rendu de la fiche de police sur le meurtre en général domestique. Donc là, on est dans l'indice, dans l'imaginaire de l'indice, des choses assez intéressantes comme ça, parfois inconnues, en tout cas du grand public ou du public français, parfois plus connues comme Crewdson ou Taryn Simon qui a fait, ou Saliman qui a fait, toutes les deux, elles sont allées à la Body Farm, le centre de médecine légiste à Knoxville, où on laisse sur plusieurs hectares, on laisse des cadavres. Donc c'est un bois, et on laisse des cadavres pourrir à certains endroits stratégiques. Et donc les deux ont fait des photos, et là vous voyez un corps à moitié décomposé au milieu des bois. Tout de suite, ça fait penser à une scène de crime. En parallèle de vos recherches, vous êtes également commissaire d'exposition. Cette année 2019, vous avez présenté une exposition intitulée Home Sweet Home aux rencontres d'Arles. Vous montrez en quoi les photographies d'intérieur des maisons britanniques prises des années 70 à nos jours peuvent éclairer différents aspects de réalité sociale, culturelle ou politique de la société anglaise. Et vous présentez le travail d'une trentaine de photographes. Cette exposition, elle semble aussi prolonger des recherches que vous aviez menées à l'occasion de votre mémoire de Master 2. Finalement, lorsque vous entamez des recherches, est-ce que le commissaire d'exposition que vous êtes se projette déjà ? En fait, je pars pas, je me dis pas, tiens, je vais faire ma recherche là-dessus en me disant, mais ça pourrait faire une super expo. En revanche, j'étais très contente, pour le coup, de faire vivre, en fait, cette recherche. Dans la mesure où je suis vieille et que donc je n'aurai jamais de poste d'universitaire ou de quoi que ce soit, c'est frustrant de pas faire vivre sa recherche. Et donc là, j'étais très contente, effectivement, de passer d'un travail académique, d'un master, mémoire de master, et de pouvoir finalement en faire une prolongation à travers une exposition. Et de la même manière avec mon master 1 qui était sur des photos de travestis, a priori, je devrais en faire aussi quelque chose avec Sébastien l'année prochaine. Voilà. Cette exposition, ce n'était d'ailleurs pas la première que vous avez présentée à Arles, puisqu'en 2016, vous aviez présenté Mauvais genre aux côtés du cinéaste Sébastien Lifshitz. C'était près de 200 photographies anonymes qui étaient issues de sa collection que vous exposiez alors. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette exposition ? Alors en fait, c'est Sébastien qui m'avait appelé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et
qu'on est devenus amis depuis. C'était donc Sébastien qui avait réuni une partie de sa collection de photographies autour du transgenre, on va dire. Donc, parce qu'il y avait des choses assez différentes. Cela dit, les photos étant anciennes, c'était souvent sur le travestisme, en fait. Hein, voilà. Et donc Sébastien m'a appelé et au départ pour le livre qu'il a publié chez Textuel, Mauvais Genre. Et donc j'ai fait un article, plusieurs pages pour Mauvais Genre avec Christine Barr. Donc c'était le premier contentement de faire vivre finalement ma recherche de Master 1, où j'avais donc cherché sur un corpus particulier américain de photos de travestis. Donc là, j'étais déjà très contente en me disant c'est chouette, je continue en fait sur cette lancée de recherche sur le transgenre. Et j'avais fait une partie des cartels pour l'exposition. Du coup, il y avait aussi une communauté de problématiques puisqu'il s'agissait dans votre mémoire de Master 1 de vous intéresser à des photos sur la représentation d'hommes travestis. Oui. Et là, c'était aussi une exposition de photos vernaculaires. Oui, tout à fait. D'hommes qui se travestissent. Alors, avec des chapitrages, ou en tout cas des corpus qui étaient différents les uns des autres. C'est-à-dire que moi, mon mémoire, évidemment, c'était un lot de photos qui avait été trouvé en 2004 sur un marché aux puces de New York et qui était un lot de photos sur le même groupe d'hommes travestis dans les années 50 aux États-Unis. L'intérêt, d'ailleurs, de l'exposition de Sébastien, c'est que c'était plusieurs corpus. Par exemple, les travestis dans les camps de prisonniers. J'avais des photographies qui me faisaient beaucoup penser à mon mémoire, donc, qui était sur la Casa Susana, ce qu'on appelle la Casa Susana, parce que c'était un travestisme plus ou moins domestique, en tout cas des gens qui se travestissaient chez eux et qui probablement menaient une vie de non-travestis à l'extérieur et se travestissaient chez eux parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que sinon c'était la prison. Donc profitaient de leur espace domestique pour le faire. Ils ne pouvaient pas s'exprimer à l'extérieur. Enfin, j'avais des choses comme ça assez différentes. Et c'était très intéressant parce que moi, les camps de prisonniers, je vous avoue qu'avant l'expo, je n'avais même pas l'idée que les prisonniers puissent se travestir. Et donc j'ai dû chercher sur le sujet et c'est assez passionnant. Justement, dès cette exposition-là, il était question de photographie vernaculaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu définir ce que c'est la photographie vernaculaire ? Alors, ce qu'on appelle, j'espère que Clément Chéroux va pas m'écouter, c'est lui le spécialiste. Moi, ce que j'appelle la photographie vernaculaire, alors, en fait, c'est la photographie d'amateur, toute la photographie amateur, et c'est tout ce qui est document. En fait, c'est tout ce qui n'est pas, on va dire, artistique. C'est marrant que vous vous intéressiez à la photographie vernaculaire, que ce soit dans vos recherches ou même dans la thématique de l'exposition que vous présentez au Centre Pompidou. Parce que finalement, la photographie vernaculaire, c'est un peu l'antithèse esthétique et technique de la photographie de mode. Parce que la photographie de mode, elle est ultra léchée, oui. Elle est savamment travaillée, parfois elle est souvent même retouchée après. Pourquoi vous avez un intérêt particulier pour ce type de photographie ? Alors déjà, la photographie de mode, c'est pas complètement vrai. Parce que la photographie de mode passe son temps à récupérer, à se réapproprier un peu tout ce qui traîne. Donc, la photographie amateur, énormément de photographes de mode ont repris l'esthétique de la photographie amateur, particulièrement dans les années 90. Je pense à Jürgen Teller, je pense à Corinne Day, je pense à tous ces gens-là. Tout ce courant des années 90 du snapshot brutal. Voilà, ça c'est vraiment... s'il y a bien une photographie qui a bien été rechercher les codes de la photographie amateur, c'est la photographie de mode. Elle recherche un peu les codes de tout ce qui traîne. Hein. Je dis pas ça avec mépris, hein, pas du tout. Mais je dis ça parce que je connais bien le milieu et que... j'entends déjà les rédactrices en chef qui s'esclavent et qui tombent en pâmoison devant des photos prises au flash juste avec un instamatique, quoi. Voilà. Au départ, dans mon Master 1 sur la Casa Susana, c'est pas la photographie vernaculaire qui m'a intéressée. Ce groupe de photos, il y en a 380, c'est que des hommes travestis en femmes. Je ne les vois jamais en hommes. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent en hommes. Et en fait, c'était vraiment le sujet qui m'intéressait. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Les photos, elles sont datées de 58 pour les plus vieilles. Mais comment ? Mais pourquoi ? Mais qui sont ces hommes ? Mais voilà. Donc, et évidemment, par la force des choses, puisque c'était des photographies amateurs,
je me suis intéressée à l'esthétique de la photographie amateur. Ce qui est intéressant à la photographie amateur, c'est que c'est vos propres photos, finalement, que vous décortiquez. Vous dites, ah oui, c'est vrai, quand je me photographie à côté de mon scooter tout neuf, c'est intéressant. C'est la même photo que ces Américains, parce que je pense à la photo américaine qu'on voit photographier devant la superbe voiture flambant neuve, etc. Les mécanismes vous touchent puisque ce sont les vôtres en fait. Mais vous n'y avez jamais réfléchi, vous avez jamais... Et du coup, ça nous renvoie un miroir de nous-mêmes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie amateur. Mais je suis loin d'être la spécialiste comme Clément Chéroux ou comme d'autres. Voilà, je laisse à César ce qui appartient à César. Mauvais genre, c'était votre première collaboration avec le cinéaste Sébastien Lifshitz. Cette année, du 4 octobre au 11 novembre 2019, vous présentez près de 400 photographies issues de sa collection au Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition L'Inventaire infini. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Sébastien Lifshitz ? En fait, quand j'ai fait mon mémoire sur ces travestis de la Casa Susana, à un moment donné, je cherchais des pistes en France parce que je savais que le réseau, parce qu'il s'agissait d'un réseau américain et canadien, je savais que le réseau avait eu des points de chute en France. Vous pouvez nous parler un petit peu de la Casa Susana pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu plus. Donc en 2004, il y a des photos qui sont trouvées sur le marché aux puces de New York et c'est des deux antiquaires qui les trouvent et en publient une partie en 2005. Et donc moi, c'est amusant, j'avais acheté le bouquin en 2005 en France, je l'avais trouvé dans une très bonne librairie qui n'existe plus à Montmartre et j'étais fascinée par ce livre. Quand je suis arrivée en Master 1 avec Michel Poivert, j'avais fait un projet sur l'image du travesti dans la photographie qui était assez conséquent et Monsieur Poivert m'avait dit non mais là c'est beaucoup trop pour un an donc il faut réduire votre corpus et j'avais amené le livre et j'ai dit j'ai ça et il avait regardé les photos en me disant non, mais c'est bon là, vous avez votre sujet, allez-y quoi. J'étais hyper contente parce que presque 10 ans après je cherchais sur ce bouquin et j'avais rien au départ, je suis partie avec rien. Bref, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'en fait derrière ces photos-là il y avait tout un réseau d'hommes qui se travestissaient, bien évidemment pas pour aller au travail, mais qui se travestissaient chez eux. Et un réseau qui était monté par un homme qui s'appelait, donc son nom de femme, Virginia Prince, qui avait commencé à faire ce réseau dès les années 40, ce qui est quand même... Et j'avais un réseau incroyable, et je savais que ce réseau avait essaimé en France. Mais quand vous dites réseau, comment est-ce qu'ils communiquaient entre eux ? C'est quoi comme... Ils s'envoyaient les cartes postales ? Alors, ils correspondaient beaucoup. En fait, Virginia recrutait ses correspondants et ensuite, elle mettait tout ce beau monde en relation par annonce. Ou alors, elle lisait les faits divers dans le journal où avaient été arrêtés des travestis et elle les contactait. Et elle a décidé de faire un journal clandestin, bien évidemment, pour aider en fait cette communauté et pour que les gens correspondent entre eux, pour que les gens racontent leur histoire, pour que les gens envoient leurs photos, pour que voilà. Juste pour qu'on clarifie un peu par rapport à aujourd'hui, quand vous dites travestis, c'était des hommes qui se pensaient femmes ou ce sont juste des hommes qui s'habillent en femmes ? Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est une époque, à cette époque-là, on ne parlait pas de transsexuels. Ça n'existait pas, en fait. Alors après, il y a eu Coccinelle, il y a eu Bambi, mais aux États-Unis, en plus, vous aviez une loi qui interdisait la castration. Donc il y a eu des cas de transsexualisme sous le manteau, faits par des urologues, mais dont on ne parlait surtout pas, parce qu'on vraiment risquait la prison. Et il faut bien savoir que ces hommes-là, qui tout d'un coup avaient envie de s'habiller en femme, ne savaient strictement pas ce qui leur arrivait et ne recevaient aucune aide. Donc, et on le sait aujourd'hui puisque le temps a passé, dans ce groupe, vous aviez des hommes qui étaient des hommes qui se travestissaient, point. Vous avez des hommes qui, plus tard, finalement, se sont fait réassigner sexuellement, donc se sentaient femmes, en fait, depuis le départ, mais bon... La vie faisait que... Mais après, vous avez eu des hommes qui se travestissaient et qui finalement se sont révélés plus tard homosexuels, des hommes qui étaient parfaitement hétérosexuels mais qui se travestissaient. Enfin, ça réunissait des gens qui ne savaient pas qui ils étaient. Il y avait une espèce de gens qui souffraient terriblement de cette solitude, souffraient terriblement de ne pas avoir de réponse, souffraient terriblement de se cacher,
et qui se sont réunis avec ce journal, Transvestia, pour communiquer, pour échanger leurs expériences, pour être moins seuls. Et du coup, il y avait une partie de ce réseau qui était en France. Alors, à la fin des années 60, je sais que Virginia va en France et en Angleterre, et qu'il y a 2 associations qui se créent à la suite de la visite de Virginia. Donc, une en Angleterre, une en France. Je n'ai jamais pu rien savoir de plus sur l'association française. Ça a été très compliqué, très secret, encore aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose en France qui découlait de l'association de Virginia Prince, j'avais contacté un auteur qui avait fait un livre sur justement les travestis à l'époque de Pigalle, etc. Et en fait, c'est lui que Sébastien, je pense, a contacté pour mauvais genre, lequel lui a dit « Ah, mais tu sais, j'ai une étudiante qui m'a envoyé son mémoire sur la Casa Susana, et justement, elle a travaillé sur le transgenre dans la photographie vernaculaire, etc. » Et c'est comme ça que Sébastien a fini par me téléphoner et me dire « Ah, mais il paraît que... voilà. » Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on est devenus très amis parce qu'on aime les mêmes choses, parce qu'on aime la photo, qu'on aime, on aime les transgenres. Non, mais voilà, on est un peu dans le même moule. L'Inventaire infini s'inscrit au sein de la rétrospective qui est dédiée à son travail de cinéaste et qui est organisée par le Centre Pompidou dans le cadre du Festival d'automne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition ? Alors, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où Beaubourg l'a contacté pour faire une rétrospective de son travail de cinéaste, il avait carte blanche, en fait. Et que, comme il y a un lieu d'exposition, évidemment, tout de suite, il s'est dit j'aimerais bien montrer une partie de ma collection. Alors, je précise que vu l'ampleur de sa collection, l'Inventaire infini est quand même assez limité, j'ai envie de dire. Non, mais il a une collection tellement dingue que, évidemment, ce qu'il montre et n'est qu'une petite partie, en fait, de toute sa collection. Et il avait envie, de faire comme un petit inventaire de ce qu'il y avait. Je ne peux pas vous en dire plus pour le coup, parce que je sais qu'on avait travaillé ensemble sur une grande exposition où il aurait aimé faire une espèce d'anthologie de la photo vernaculaire, et Dieu sait s'il a de quoi avec sa collection de photographies. Mais que là, il a fallu réduire. Et là, je dois dire que le choix des chapitres, ça a été un choix plutôt personnel de Sébastien. C'est-à-dire que pour le coup, c'était vraiment le choix du collectionneur de montrer ce qu'il avait envie de montrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de sa collection ? Quand est-ce qu'il a commencé ? Alors, je sais qu'il a commencé très jeune, mais vraiment très, très, très jeune. Où je pense que la photographie vernaculaire l'a fasciné très, très vite. Ce que je voulais dire aussi sur l'exposition, c'est que le choix des chapitres et des photographies de Sébastien s'est fait, je pense, par rapport à ce qui l'a influencé aussi dans le cinéma. Je pense que c'est des choses, des images qui l'ont, lui, influencé dans son cinéma. Et justement, en exposant des photographies qui sont toutes issues de la même collection, ça dresse un peu le portrait de l'imaginaire de leur collectionneur. On voit qu'il y a une récurrence de goût pour certains motifs ou certains sujets qui sont aussi présents dans ces films. Est-ce que c'était une recherche justement consciente dans la conception de cette exposition ? Pas du tout. Non, mais pas du tout, parce que, encore une fois, c'est quand même lui qui a choisi les images qu'il avait envie de montrer, parce que c'est quand même... Et que moi, là-dedans, je ne fais que entériner finalement ses choix, et que moi, je suis là en support pour faire les textes qui expliquent les chapitrages, et donc les photographies que vous êtes en train de voir et qui donnent... on va dire un ancrage historique, ou en tout cas d'histoire culturelle sur les images que vous verrez ou que vous verrez dans le bouquin. Dans l'exposition, il y a également des photographies qui sont montrées qu'on pourrait dire ratées. Sébastien Lifshitz d'abord en les collectionnant, et puis vous ensuite en choisissant de les exposer, vous proposez une nouvelle manière, une manière un petit peu iconoclaste de lire la valeur d'une photographie. Selon vous, finalement, qu'est-ce qui fait une bonne photographie vernaculaire ? Une bonne photographie vernaculaire. Et du coup, est-ce qu'il en existe des mauvaises par opposition ? Non, en fait. C'est ça qui est... Ça dépend ce qu'on y cherche. Par exemple, je sais que Sébastien, il a énormément de photos ratées.
Mais quand je vous dis raté, c'est raté. Hein. Et la photo ratée, elle a inspiré effectivement les surréalistes, les avant-gardes des années 20-30, parce qu'elle s'éloignait justement des canons en vigueur. Donc, est-ce qu'il y a une photo ratée vernaculaire ? Ben non. En fait, on arrive toujours à prendre ou à voir quelque chose qui peut être intéressant. En fait, ce qui est rigolo avec les amateurs, c'est qu'il y a une espèce de liberté qui n'est pas forcément voulu, hein, mais qui est là. Enfin, il y a quelque chose de... Je ne sais plus quel historien disait il y a une innocence visuelle, en fait. Et c'est cette innocence visuelle qui peut être très, très intéressant et que les amateurs, d'ailleurs, souvent ne voient pas, parce que les photos ratées, par exemple, que la FNAC ne vous facturait pas, c'est assez marrant. Alors que finalement, il y a des gens comme Sébastien qui les rachètent sur eBay aujourd'hui. Non, mais c'est marrant, enfin, le nombre d'amateurs qui ont balancé des photos ratées d'après leurs critères, quoi. Donc, non, j'imagine qu'il ne peut pas y avoir il n'y a rien acheté dans la photographie amateur, non ? Mais après, on peut quand même dégager des images fortes et des images plus faibles, non ? Peut-être. Ce qui, notamment, peut amener un choix dans le cas d'une exposition ou dans le cas d'un livre. Enfin, c'est qu'il y a peut-être quand même un moment où il faut faire un peu un tri. En fait, très honnêtement, dans la collection de Sébastien, pour l'avoir vu, alors pas dans son entier, mais pour en avoir vu beaucoup, lui-même fait un tri quand il achète la photo, en fait. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il y a vraiment... vous pourriez faire vraiment une anthologie de la photographie amateur avec ces images. Et il y a des choses qui sont assez dingues. Donc, lui, il fait son choix déjà en la sélectionnant, la photo, et en l'achetant. Mais dans sa collection, on pourrait se servir de toutes les images, en fait. C'est incroyable. Et justement, dans cet inversement du rapport de la valeur de la photographie qu'on a habituellement, est-ce que collectionner ou présenter ce type de photographie est bien compris du public des institutions ? Est-ce que ça impose certaines contraintes de commissariat d'exposer de la photo vernaculaire ? Je pense qu'à partir du moment où vous avez des... Alors, je sais bien que les gens ont déjà des fois la flemme de lire les textes, mais là, ils ne sont pas très longs, hein, donc ce serait sympa de les lire. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez des textes qui sont assez clairs, faciles à lire, et qui, en fait, vous replacent ces images-là à la fois dans le contexte historique, mais aussi à quoi elles ont servi, pourquoi les artistes les ont reprises, ce qui était intéressant. Après, vous pouvez très bien dire, je comprends que les gens arrivent devant des photos ratées, par exemple, en se disant non, mais c'est raté, c'est nul, quoi. C'est quoi le besoin ? Enfin, voilà. Mais si vous lisez le texte, ça donne un éclairage nouveau de cette photo ratée et du pourquoi on la montre, en fait. Il y a une raison. Donc non, il faut que les gens fassent un petit effort quand même. Quelles sont vos prochaines actualités ? Et le 11 octobre, c'est donc le vernissage de l'ouverture officielle de l'Institut pour la photographie, dans lequel mon exposition Home Sweet Home aura une deuxième vie. Et je suis très, très, très contente. Et puis, on manque tellement, je trouve, aujourd'hui, de lieux nouveaux comme ça autour de la culture qu'il faut quand même dire que c'est un très beau projet et je lui souhaite longue vie, d'ailleurs. Et puis, j'ai quand même une thèse sur le feu. J'y travaille un peu de temps à autre. Et voilà, j'ai pas mal de projets. On a peut-être un projet avec Sébastien l'année prochaine, justement pour un film documentaire sur la Casa Susana, qui est quand même une histoire assez incroyable et qui gagne à être connue. Donc voilà, ça fourmille. Isabelle, merci de vous être racontée, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. Merci. L'exposition L'Inventaire Infini est à voir au Centre Pompidou jusqu'au 11 novembre. Ne manquez pas la rétrospective de Sébastien Lischitz, vous pourrez voir ou revoir ses films et documentaires. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.